Arkman07 me dit: comment jugez-vous la première saison de Will Steele avec le Racing Club de Lens? Difficile, mais avec énormément de circonstances atténuantes, puisque quand au mercato d'hiver on te vend Samba, Kuznetsov, Frankowski et Danso, c'est évident que ta défense elle est décimée. En plus, le match contre Auxerre, Medina était suspendu. Et puis, le recrutement en attaque, on le sait, puisque le but de Ourgoulian était de faire des économies. Le recrutement offensif a été très low cost. Je veux dire, c'est quand même pas, même s'il a quelques qualités, c'est pas Koyali Pou qui va te changer le visage d'une équipe de Ligue 1 sur le plan offensif. C'est quand même un peu un bâton merdeux pour Will Steele, cette équipe. Hein. Donc, la question qui va se poser, c'est de savoir est-ce qu'il va être conservé à son poste d'entraîneur ou est-ce qu'il va avoir envie d'y rester. C'est ça le vrai débat. Yvous me dit: l'auteur du jet de projectile sur l'arbitre de touche à Saint-Etienne sera jugé en octobre. En attendant le verdict, le club est-il autorisé à le suspendre de stade ou faut-il attendre la décision de justice? Mais elle est déjà tombée, la décision de la justice. Il ne peut pas aller au stade. Je pense qu'il doit se présenter à chaque match au commissariat. Donc, il manquerait plus qu'il ait le droit d'aller au stade, ce connard. Geoffrey Gagneur me dit: pensez-vous que Nicolas de Taverneau a une idée derrière la tête pour lancer dans le bourbier des droits TV? Son salaire mirobolant paraît hors sol avec les problèmes actuels du football français. Alors déjà, le salaire de Nicolas de Taverneau, il est l'équivalent de celui de son prédécesseur, dont j'ai déjà oublié le nom, puisque de toute façon, il servait à rien. Et je veux dire que si Nicolas de Taverneau a été choisi, c'est parce que c'est Nicolas de Taverneau qui a été président d'M6, qui était DG du groupe de BFM et de RMC. Voilà, je veux dire, quand tu vas chercher un patron de ce niveau-là, il faut lui donner un niveau de rétribution, je dirais quelque part un peu équivalent à ce qu'il avait. Moi, je veux dire, si franchement Nicolas de Taverneau arrive à nous dépatouiller une formule correcte pour avoir des droits TV d'une somme raisonnable pour le football français, franchement, qu'ils prennent 600 000, j'en ai rien à cirer. Je pense que voilà, ce qui est important, là, c'est de juger au résultat. Et je pense que c'est une nomination extrêmement bénéfique, quel que soit le prix qui soit payé. PA me dit: j'avais franchement envie que tu aies tort sur le cas Landreau. Mais non, est-il conscient qu'avec son silence, il met aussi en péril les arbitres amateurs et même professionnels? On a, je trouve, en France, une communication merdique des arbitres, en plus d'être mauvais. Tout le monde connaît mon inimitié pour Landreau, hein, donc c'est sûr que je vais pas en dire du bien. De toute façon, quand t'as des tout petits raisins de Corane dans ton pantalon, faut pas s'attendre à ce que tu fasses des prises de parole exceptionnelles. Après, quelle est sa marge de manœuvre par rapport à Gauthier? Ça, je ne le sais pas. A-t-il le droit de s'exprimer? Ça, je ne le sais pas. Je dois être juste aussi. Mais en même temps, si tu charges Michael Landreau de la communication des arbitres et qu'à l'arrivée il communique pas, il y a quand même un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la bonne personne au bon endroit. Je sais même pas s'il y a un bon endroit pour lui d'ailleurs. Jean-Louis Magnin me dit: quelle relation avais-tu avec le duo Thierry Roland, Jean-Michel Larquet? As-tu des anecdotes à leur sujet? Alors Jean-Michel Larquet, il a participé au CFC pendant quelques mois et ça se passait vraiment très bien. J'étais quelqu'un d'extrêmement aimable, qui avait comme sur RMC d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait des coups de gueule, des envolées. J'avais d'ailleurs une phrase que je lui sortais régulièrement au CFC, c'était: Jean-Michel, calme-toi. Voilà. Thierry Roland, notre relation a été en plusieurs phases. Quand j'ai débuté, il m'avait presque un peu pris sous son aile. Il me passait des petits coups de fil pour savoir ce que je pensais du match Arsenal, si j'avais vu le dernier match de Tony Parker. Et puis on a fait 100% foot ensemble et puis ça se passait bien. Et puis à un moment donné, j'ai commencé effectivement à prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'importance dans le milieu. Et je pense que sur la fin, il en a peut-être pris un petit peu ombrage et qu'il était devenu un petit peu plus distant avec moi, mais bon, c'était quand même vraiment un mec sympa. J'avais été assez obsèque parce que il me semblait extrêmement important de lui rendre hommage et voilà. Fred Lichtel me dit:
Maintenant que le PSG n'est plus invaincu en Ligue 1, pensez-vous que c'est une chance pour le Racing de les jouer la semaine prochaine? Et je dirais que tout dépendra du résultat du match aller à l'Emirates. Je pense que, alors là pour le coup, sérieusement, je pense que si le PSG est encore en vie pour le match retour, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être 2 buts à remonter, ou même s'ils arrachent un match nul, je pense que, alors là pour le coup, et puis je pense que là pour le coup tout le monde le comprendra, ce match à Strasbourg, le PSG n'en a rien à foutre. À partir du moment où effectivement leur invincibilité, c'est terminé avec la défaite contre Nice, ce match, comme les 2 autres derrière, n'a plus aucun intérêt pour le PSG. Donc je pense que là, on pourrait effectivement avoir une équipe B, voire une équipe C à Strasbourg. Effectivement, bon, il y aura forcément des gens qui vont gueuler, qui vont gueuler au championnat faussé. Mais bon, le PSG, s'ils ont encore une chance d'aller en finale de Ligue des Champions, ils n'en ont rien à cirer de fausser le championnat. Maintenant, il faut effectivement attendre aussi le résultat de ce match aller. Victor Prévost me dit, on se rend compte que plusieurs joueurs venant d'Arabie Saoudite sont sous-performants, Jota, Fofana, voire blessés, Luis Felipe. Ça ne paraît pas être une surprise. Comment expliquer que des clubs prennent ces coûteux paris avec la data, etc. Ils devraient savoir, non? Oui, effectivement. Bon, déjà, il y a assez peu de joueurs d'Arabie Saoudite qui reviennent en Europe. Et le peu qui reviennent, effectivement, ont des difficultés physiques assez rédhibitoires. Donc je pense que ça va interpeller les clubs européens qui, en plus, effectivement, doivent faire de gros investissements pour les faire revenir. Et je pense que c'est un phénomène qui va effectivement se raréfier. Winter Joseph me dit, as-tu un nombre maximum de questions que tu te fixes? Et comment répartis-tu les questions entre les différentes plateformes X, YouTube et Facebook? Non, j'ai pas un nombre maximum. Je pense que la moindre des politesses, c'est de tout lire. Alors effectivement, plus il y a de questions, plus c'est long. Hein. Là, j'ai mis 1h30 ce matin. Comment je répartis les questions? Je commence par X, parce que, je sais pas, je commence par X, puis Facebook, puis YouTube. Après, c'est vrai que j'ai des contributeurs, Kékédétendre, Alex Penon, Alex Nissa du 06, Pierre Ecliep, voilà, c'est des mecs qui font l'effort de me poser beaucoup et de bonnes questions. Et effectivement, ceux qui pensent que c'est toujours les mêmes, c'est aussi parce qu'il y en a qui font des efforts pour me poser des questions intelligentes et complètes. Mais encore une fois, je ne découvre l'auteur des questions qu'une fois que les questions ont été choisies. François Bréhin me dit, le PFC a fait un grand pas vers la Ligue 1. As-tu une idée de la politique qui sera mise en place pour le prochain mercato estival si Monté se termine? Ça tombe bien parce que j'ai vu Antoine Arnaud à une réception vendredi soir. Je pense que ceux qui croient que le PFC va essayer de jouer immédiatement dans la cour du PSG vont être très déçus. Je pense que c'est pas du tout l'objectif du PFC. Je pense que l'objectif avec Antoine Arnaud à leur tête, ça va être effectivement, en cas de montée, de constituer une équipe qui puisse se maintenir d'ores et déjà tranquillement, et après effectivement d'accentuer la politique de jeunes sur la région parisienne. Alors effectivement, ça se fait pas en claquant des doigts, ça. Je pense effectivement que ça va être une équipe raisonnable, mais une équipe raisonnable avec des moyens financiers très supérieur à beaucoup de clubs français qui sont dans la difficulté, parce qu'il est évident qu'avec Antoine Arnaud, le club ne sera pas financièrement dans la difficulté, et que ça, dans la saison prochaine et les saisons suivantes, c'est quelque chose qui va mécaniquement faire la différence. Fred Lichtel me dit, Désiré Doué était présent hier dans les tribunes de la Méno, et c'était juste pour voir son frère, où il supervisait le match au vu de la rencontre de la semaine prochaine. Déjà, c'est pas un joueur qui va superviser un match. Non, je pense que Désiré, il a été voir Guéla, son frère, qu'il a effectivement peu l'occasion d'aller à Strasbourg. Bon, il devait être déçu puisque Guéla était remplaçant. Par contre, il a dû être ravi de l'entrée exceptionnelle de son frère, notamment l'action qui a ramené le 3e but de Bakwa, où il fait une sortie de balle absolument fantastique. De toute façon, pour moi, Guéla Doué est
un des tout meilleurs latéral droit de ce championnat. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que Désiré Doué va jouer ce match contre son frère la semaine prochaine. Jeff Sensei me dit, penses-tu que Mbappé s'est trompé en allant au Real? Samedi, j'ai eu énormément de peine pour lui quand on le voyait assis sur le banc sous le regard vide, alors que ses clowns de coéquipiers étaient trop occupés à insulter l'arbitre. Peut-on assister à un départ surprise? Déjà, s'il était sur le banc, c'est parce que il s'est blessé à la cheville contre Arsenal. Et encore une fois, ça tord le cou à toute la campagne permanente de calomnie qu'il y a en France sur Mbappé, qui dit oui, il est sorti, c'était une blessure diplomatique parce que il voulait pas endosser l'élimination. Bon, déjà, il était suspendu le match d'après, mais il a pas encore joué le match d'avant et il était remplaçant pour la finale. Et c'est surtout quand on l'a vu rentrer sur le terrain qu'on a enfin vu le Real commençait à jouer un peu au foot. Et je pense qu'il a été le meilleur joueur de son équipe à partir du moment où il était sur le terrain. Je pense que c'est son rêve de gosse. Je pense que qu'étant dans un club de la dimension du Real, tu peux pas t'arrêter à une année ratée pour des tas de raisons. Les graves blessures derrière, le non-remplacement de Kroos au milieu, la méforme totale de Rodrigo et de Vinicius, les errances tactiques de Bellingham, les problèmes de Mbappé aussi à s'inscrire dans un collectif qui n'existe pas. Donc, et puis, je veux dire, qui peut se payer Mbappé aujourd'hui? Et je pense que son attachement au club, il est total et qu'il a certainement pas envie, et au contraire, il va attaquer l'année prochaine avec un grand sentiment de revanche. Alex Penon me dit, comment expliquer l'attitude honteuse des joueurs du Real envers l'arbitre lors de la finale de la Coupe du Roi samedi soir, et ce manque de lucidité tant les erreurs arbitrales ont été en leur faveur? Comment un club comme le Real peut montrer si peu de classe et d'élégance? Ah, tu sais, tout ça, ça commence avec la décision de Florentino Pérez d'envoyer personne à la cérémonie du Ballon d'Or, parce que Vinicius ne l'avait pas, alors qu'il y avait, je sais plus, 4 ou 5 joueurs du Real dans l'équipe type de la saison. C'est un peu le problème quand tu te crois tout puissant et que tu veux tout régenter. Et je crois que ce qui se passe actuellement avec le Real leur fait beaucoup de mal, parce que effectivement ils ont au niveau de l'attitude et du retentissement. Bon, en Espagne, c'est pas trop le problème, parce qu'en Espagne, t'as les mecs qui sont à fond derrière le Real et les autres qui le haïssent. Donc, dans les deux cas, ça changera pas. Mais moi, je pense que avec cette attitude, ils font du mal à l'institution et que c'est gravissime, et que l'exemple, il vient de Florentino Pérez, parce que c'est pas les mecs qui font Real Madrid TV qui ont pris cette initiative tout seuls sans consulter personne. C'est pas s'ils se sont pas rendus aux festivités d'avant la finale, c'est la décision du Real. Quand t'es le plus grand club du monde, et encore une fois, c'est incontestable que c'est le plus grand club du monde, tu as aussi des devoirs, un devoir pas forcément d'exemplarité, parce que ce mot-là veut pas dire grand-chose, mais t'as quand même le devoir de montrer de la classe et de la grandeur, et le Real cette saison n'a aucune classe.